Rebonjour les auditeurs, nous sommes ici avec le podcast de l'heure, Fear Financially Equipped and Ready. I'm your host, Emmanuel David, a.k.a. Stokes, avec mon boy, Guy Chris, a.k.a. Blackbird. Comment ça va la famille? Ça va bien, tranquille comme d'habitude. De retour pour le deuxième épisode. Pour le deuxième épisode, ben oui. Est-ce que tu es prêt à balancer la sauce? On va balancer la sauce. Normal. Donc, comme on l'a déjà dit précédemment, ce podcast est axé sur le fait de partager des connaissances en termes de finances, investissement et évidemment vaincre ses peurs quand il s'agit de passer à l'action en ce qui a trait à l'entrepreneuriat et également au sein de l'investissement. Donc, ceci étant dit, étant donné qu'on parle de finances, il faut toujours qu'on vous donne le disclaimer avant. Donc, les conseils financiers divulgués dans ce podcast sont fournis à titre informatif uniquement et ne constituent en aucun cas des conseils professionnels, légaux, financiers ou fiscaux. Nous vous invitons à consulter un professionnel qualifié avant de prendre des décisions financières d'investissement ou fiscales basées sur les informations fournies dans ce podcast. Exactement. Donc, cette partie étant divulguée, aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de dette. Voilà, ouais. Le sujet de l'heure. Les dettes. C'est ça. Parce oui, vas-y. Oh, excuse-moi de te couper, mais je dois dire parce qu'on s'entend que d'une certaine façon, personne ne peut éviter les dettes. Impossible. Exactement. On a toujours des dettes, que ce soit des bonnes dettes, parce qu'il y a la bonne dette, il y a des bonnes dettes et il y a des mauvaises dettes. Donc, une fois que les dettes commencent à te surmener, donc c'est là qu'on parle d'aussi mauvaises dettes, pas seulement là, mais en général, c'est là que ça devient. C'est cela. C'est pas bon. Et présentement, dans cette économie, dans ce climat, on s'entend que les gens vivent un chèque après l'autre et se positionnent dans des situations assez difficiles où la dette prend le dessus. Les taux d'utilisation au niveau de crédit augmentent et les gens vivent uniquement sur le crédit de nos jours. Donc, en lien avec ce sujet, on va quand même élaborer sur pourquoi il est important de vraiment contrôler la dette. Parce que le contrôle de la dette, à la base, c'est vraiment le fait de comprendre les ins and outs. Donc, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort. Et quand on parle de ça, c'est vraiment d'établir un bilan. Donc, je vais laisser élaborer un petit peu, Blacky, étant donné que tu as quand même eu, à un jeune âge, cette expérience de comment contrôler les finances via les informations qui t'ont été divulguées quand tu étais plus jeune par ta mère, qui a pris le temps de te partager ses connaissances. Donc, donne-nous un petit segment sur qu'est-ce que tu comprends d'établir un bilan de santé ou bien plutôt de santé financière à la base lorsqu'on démarre sur le fait de régler ses dettes. Ben c'est sûr qu'il y a plusieurs aspects. Comme je disais, au niveau de la dette, il y a de la bonne dette et aussi il y a la mauvaise dette. Mais je dirais que la première des choses, c'est déjà de voir dans quelle situation on se situe. Tu vois ce que je veux dire? Essayer de voir est-ce qu'actuellement on a beaucoup plus de revenus qui rentrent et ou est-ce qu'on a beaucoup plus de choses à payer? Est-ce qu'on a beaucoup plus d'argent qui sort? La corde au cou. Exactement, c'est ça. La pendaison. Exactement. Donc, une fois qu'on sait qu'on a dans quel état, parce qu'en général aussi, c'est pour ça que dans l'épisode précédent, on parlait beaucoup de peur, parce qu'en général, des fois, on a un peu peur aussi ne serait-ce que de vouloir affronter la réalité, c'est-à-dire de faire son bilan financier et de savoir que mes dépenses se situent à tel ou tel niveau et puis mes revenus se situent aussi à tel ou tel niveau. Donc, ça te donne une bonne idée de savoir, admettons, je sais pas moi, admettons, tu as $1000 de revenus et que tu vois que tu as $1500 de dépenses. On s'entend que si tu continues à rouler comme ça et que surtout si tu fais pas le bilan, d'ici la fin de l'année, tu te retrouves un peu plus endetté et puis tu dis, mais je comprends pas les choses, je fais tout bien, je paye mes trucs à temps, mais c'est juste que soit tu vis, en général quand c'est dans cette situation, c'est que tu as un rythme de vie tu vis au-dessus de tes moyens, comme on le dit. C'est ça. Tu vis au-dessus de tes moyens. Donc, c'est de déjà voir la situation. Une fois que la situation est établie, tu vois si tu es en position de gagner, c'est-à-dire où tu es en position, tu fais des économies, tu fais des bénéfices, ou soit si tu es en position de dette. Donc, si tu es dans une position où tu as beaucoup plus de sorties, là, il faudrait te mettre en mode planification, organisation pour pouvoir sortir
de ce engouement, exactement, de sortir de l'excès, on va dire, excessif d'argent qui sort. Parce qu'il faut qu'il y ait beaucoup plus d'argent qui reste que d'argent qui sort, on s'entend, tu vois. Donc voilà, une fois que ça s'est établi, après, il y a beaucoup de différentes étapes, il y a plusieurs étapes, mais en gros, moi je dirais que c'est l'étape la plus importante. La plus importante. De voir le bilan, la situation. Ça, dresser le portrait et vraiment permettre de comprendre où est le bobo. Exactement, c'est bien dit. C'est où que ça saigne. Il faut appliquer la pression. La pression. Et vraiment arrêter le saignement immédiatement. Exactement. Donc, c'est sûr que dans un contexte où on parle de dette financière, il y a toujours cette peur d'exposer le problème. Donc, les gens, des fois, ils veulent même pas faire face. Ils disent non, moi je veux même pas savoir. C'est ça, je veux savoir. T'es jamais tombé sur quelqu'un qui dit comme carrément. Ouais, je connais beaucoup, bah oui. Je veux pas savoir qu'est-ce qui se passe. Ouais. On laisse tomber. On veut rien savoir. On veut rien savoir parce que veut pas exposer cette réalité. Je sais pas, les gens ont souvent honte. Ouais. Ils ont honte, ils se disent mais j'ai mal géré, j'ai ci, j'ai ça. Mais mon ami, il faut savoir où ça se passe. Ouais. C'est où le problème? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est comment? On t'a exposé à trop d'argent et là tu te dis non, je suis riche. Ouais. Non, mais il faut. Je pense qu'il y a beaucoup de psychologie derrière la dette. Ouais. Et les personnes qui capitalisent le plus sur la dette, à ton avis? Moi, je pense que c'est les banques. Voilà, les institutions financières. Ouais, parce qu'ils comprennent notre psychologie. Ils savent que en positionnant monsieur, madame avec du crédit qui leur donne quand même cet accès à de la liquidité virtuelle, ouais. Ils vivent automatiquement au-dessus de leurs moyens, surtout s'ils sont serrés. Puis la banque, on ne va pas se le cacher, a priori, c'est eux qui reçoivent tes chèques de paye. Donc, ils savent qu'est-ce qui rentre. Et en même temps, les institutions, ils s'attachent aux banques pour dire, on va puiser de ce compte. Et puis, à chaque fois, ils voient les entrées, ils voient les sorties. Ouais. Donc, eux, ils ont déjà une bonne compréhension de ton bilan à la base. Donc, si toi, tu commences à jouer à la banque, tu vas éventuellement te positionner pour être en mesure de dire, voilà qu'est-ce qui se passe. Exactement. Voilà qu'est-ce qui se passe. Voilà où il y a le problème. Dans un premier temps, je te dirais, avec les dettes, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens ont trop de services prépayés. Ouais. Netflix, Prime, Amazon. Ils ont 5, 6. Mais pourquoi tu as besoin de Disney Plus, Netflix, Prime, si ça? C'est comme tout là. Bon, j'ai exposé la demoiselle à la maison. Madame, nous savons qui vous êtes. Vous avez plusieurs services, mais c'est juste pour dire que déjà à la base, tu peux te retrouver avec une somme de 40-50 piastres qui aurait pu être utilisée pour une autre chose. Là. Même de l'investissement à la base qui serait comme... Même si tu fais 0, c'est vraiment mieux que de... Exactement. Mais si tu le mets en placement, par exemple, dans un truc au niveau du marché boursier, un ETF de base qui te donne un rendement mensuel, on s'entend que c'est devenu une rentrée d'argent à la place d'une sortie. Exactement. Ouais. Et si tu fais 50 fois 12, on s'entend là-dessus, là. À chaque année, tu dépenses quand même des belles sommes, là, tu vois. Fait que ça, c'est de 1. L'autre chose que je te dirais par rapport aux dettes et que j'aimerais ça que tu élabores un petit peu, comment tu penses que quelqu'un devrait attaquer ses dettes? Parce qu'il y a quand même un ordre de priorité qu'il faut établir lorsqu'on parle de dette. Ouais. Donc, selon toi, selon expérience personnelle également, évidemment, nous, on fait juste transmettre ce qu'on a vécu également. Comment tu penses que quelqu'un devrait attaquer la dette? Bon, c'est sûr que comme je disais, il y a déjà différentes sortes de dettes et les bonnes dettes en général, quand c'est bien géré, c'est au niveau du crédit. Et c'est parce que c'est de la dette, parce que c'est pas de l'argent que tu as disponible quand on parle de tiens, voici une carte de crédit. C'est sûr que c'est de l'argent que tu peux utiliser, mais c'est pas de l'argent qui t'appartient. Si tu l'utilises, il faudra que tu le rembourses. Donc c'est une forme de dette, mais bien utilisée, ça te fait
ça te met dans une meilleure situation financière au niveau de ton crédit. Mal utilisé, comme on le disait, tu te retrouves un peu la corde au cou. Et on va dire, de mon point de vue, la meilleure, je ne vais pas dire la meilleure approche, mais parce qu'il y a deux approches. Okay? Tu peux soit aller avec, ça la plus commune, moi je dirais, d'aller avec la plus grosse, tu payes celle avec le plus gros taux d'intérêt. En général, c'est comme ça que les gens vont approcher la chose. Et puis, tu payes. Mais moi, l'approche que j'aime beaucoup plus, c'est l'approche, comme on appelle, de snowball effect méthode ou effect. En français, c'est ça, l'effet, la méthode boule de neige. Exactement. Et cette méthode, c'est que en général, tu fais un peu l'inverse. Tu commences par la plus petite dette. Et une fois qu'elle est payée, non seulement il y a plusieurs avantages à ça, tu as un sentiment de accomplissement, exactement. Tu te dis, yo, je viens de clearer une dette, ça te donne la motivation de, yo, tu cleares le dette. Admettons, on va dire que tu as 5 dettes, ok? Tu as une dette de $500, tu as une dette de $1000, de 2000 et de 5000, admettons quelque chose comme ça. Et tu as un certain budget pour tout, mais au lieu de mettre $100 ici, $100 par là, et puis tu fais juste payer pratiquement tout durant toute l'année, il n'y a rien qu'à payer. Tu commences par prendre tout, tu payes tout le 500, la première dette d'un coup, ça te fait déjà que ça te libère. Et l'argent que tu allais prendre pour allouer à cette dette, ça te donne plus pour pouvoir payer les prochaines. Et ainsi de suite. Comme ça, après, tu gardes la dernière pour la fin, mais éventuellement, elle va être payée beaucoup plus rapidement parce que tu n'auras plus à te soucier des autres. Tout ton focus est consacré sur cette dernière dette-là. Donc, moi, j'aime beaucoup cette méthode-là, la méthode Snowball Effect, effet boule de neige. Mais c'est sûr que y a pour certaines personnes, dépendamment de à quel point ils sont endettés, ça peut ne même pas vraiment s'appliquer, mais ça peut être quand même compliqué d'aller avec une approche comme ça. Donc, c'est là qu'en ce moment-là, on peut venir avec des solutions comme la consolidation de dette. Exactement, qui peut devenir un autre outil. Chose que par contre, beaucoup de personnes, même moi y compris à l'époque aussi, c'est des choses que justement, tout le monde n'y pense pas ou ne le sait pas. C'est-à-dire des fois quand les gens sont trop endettés, automatiquement on va vouloir aller vers l'approche où on parle de, c'est soit je paye ou soit je fais une faillite. Et pourtant, il y a vraiment ce milieu qui est la consolidation de dette. Parce que même la consolidation de dette, d'une certaine façon, ça peut aider avec même ton crédit. Parce que ça résume toutes les dettes en un seul montant à payer. Et si, dépendamment de combien que tu as, parce que le taux d'intérêt sera ajusté, donc ça ne sera plus nécessairement les mêmes à courir de partout. Donc ça peut, si ton utilisation se situe à au moins 30%, ça peut d'une certaine façon t'aider, comme ça peut aussi te pénaliser. Mais l'objectif, ce n'est pas par rapport à ton crédit. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir te sortir de la dette pour que éventuellement tu puisses commencer à investir ou à pouvoir mettre de l'argent de côté. Exactement. Parce que si tu ne mets pas d'argent de côté ou quoi que ce soit, tu vis chèque après chèque. On s'entend que c'est un peu dur. Là. Il y a un imprévu qui arrive. Oh, c'est la fin du monde. Pas d'argent. C'est ça, tu commences à stresser et tout. Donc, moi, je pense que moi, c'est mon approche en tout cas. La méthode où tu commences à payer petit à petit, les petits montants d'abord pour aller ensuite vers les gros montants. Contrairement à l'approche où tu payes avec celui qui a le plus gros taux d'intérêt et puis tu fais quand même le payer. Mais bon. Il n'y a rien qui se paye. Même les plus petites dettes, finalement, ne sont pas payées. Donc, je préfère aller avec cette méthode. Et puis, éventuellement, pour ceux ou celles avec laquelle ça ne fonctionne pas, il y a la consolidation aussi de dettes qui peut être une option. Je ne sais pas, toi, c'est quoi qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Je dirais, a priori, le snowboard est très intéressant. Mais l'autre chose qu'il faut comprendre, après avoir abouti à l'accomplissement d'une première dette, deuxième dette clairée, c'est d'établir un budget. Ouais, ça c'est vrai. Ça, si tu ne mets pas un plafond sur qu'est-ce que tu dépenses et tu continues à juste réutiliser la carte qui est libérée, on retourne dans le même cercle. Ouais. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose que je trouve qui peut devenir intéressant pour quelqu'un qui, par exemple, n'est pas en position précaire de fou, là. Vraiment, il y a certains problèmes ici et là, mais il est quand même capable de régler en faisant des paiements. Ouais. Moi, je pense que, pour revenir un petit peu au détail que tu disais sur la consolidation de dette, les gens ont tendance à dire, je vais me positionner où je vais aller voir quelqu'un qui va me consolider ça en faisant des ententes. Non. Pourquoi tu ne positionnes pas ton crédit
et tu vas chercher une ligne de crédit qui peut te permettre d'aller rembourser tout le monde. Puis à la place de payer monsieur, madame, tout le monde. C'est un play, ça. Les gars, attends, reprends ça. Parce que je ne sais pas si tout le monde t'a suivi là. Dans le fond, ce que tu dis, c'est qu'au lieu de directement aller voir quelqu'un pour pouvoir te faire une consolidation de dette, admettons, on va dire que tes dettes s'élèvent à $10,000, admettons, ok? Donc, au lieu d'aller voir, avec tous les intérêts qui donc au lieu d'aller voir une institution ou quoi que ce soit qui va te faire une consolidation de dette et puis tous les réunir en un seul, qui va déjà te mettre dans une certaine situation, toi, ce que tu suggères, c'est de te prendre une ligne de crédit avec un montant supérieur à ça, admettons une ligne de crédit de 10 000 ou de 15 000. C'est cela. Et tu payes toutes les dettes. C'est réglé. Et après, tu te concentres à juste payer cette ligne Parce que ton but, c'est ça, c'est une consolidation sans nécessairement faire d'entente avec les créanciers. Avec les créanciers. Parce que c'est ça la problématique. C'est le fait de, on va faire une entente, puis on ferme après. Ouais. Mais à quoi tu te rends où? Tu te rends où avec ça? Ça, c'est au niveau où tu as déjà un bon crédit. C'est-à-dire ton crédit n'a pas encore été tué. C'est exactement. Mais il faut comprendre que les gens n'ont pas nécessairement du mauvais crédit. C'est juste qu'ils ont un taux d'utilisation élevé qui affecte le score. Mais une fois que tu as commencé à clairer une première carte, une deuxième carte, on s'entend que ça impacte positivement ton score. Donc, en présentant à la banque tes habitudes de paiement rigoureuses qui sont toujours respectées, puis que tu arrives à faire en sorte de te positionner où tu as un 700, 730, pourquoi il va te refuser une ligne de crédit si tu es capable de montrer que tu es capable de payer? Et en général aussi, ce que je pourrais rajouter, c'est que en général, quand les gens sont endettés comme ça, c'est parce que tu es endetté pas parce que tu as des cartes de crédit en général, et puis parce que tu en as déjà plein, donc c'est sûr que tu es déjà admissible, si je peux dire d'une certaine façon. C'est ça. C'est juste que à force d'avoir des retards, c'est pour ça qu'il faut être aussi, non seulement comme tu l'as dit, être au courant du bilan financier, faire le bilan, mais il faut savoir aussi, il faut avoir le suivi sur ton crédit. Il ne faut pas que ça soit un mystère. Ah, moi, je ne sais pas mon crédit. Moi, je ne connais pas. Je ne connais pas. Ou quand que je ferai un prêt, c'est là que je vais demander. Il faudrait vraiment que tu sois au courant. Comme ça, tu vois que ton crédit, il est bon. C'est juste que tu es un peu trop overwhelmed par les dettes. Donc, il faudrait que tu trouves une façon. Et comme tu as dit, ça, c'est une technique qui est vraiment, vraiment très intelligente. C'est-à-dire, au lieu d'aller justement prendre une entente avec les prêteurs et montrer ton engagement, de leur montrer que tu es un peu pris au coup, tu le fais d'une autre façon. C'est-à-dire, tu demandes un nouveau crédit. Mais bien sûr, c'est pas pour aller pour dire, j'ai de l'argent, puis tu pars faire des dépenses. Non, c'est pour te mettre en situation pour que, OK, ces dettes qui sont fatigantes, elles sont réglées et tu focuses juste sur une seule. Parce qu'on s'entend, ligne de crédit versus carte de crédit, le taux d'intérêt est beaucoup plus bas chez une ligne de crédit, une marge de crédit, si vous me permettez l'expression. À ce moment-ci, ça te positionne où tu es capable de juste payer cette dette, puis ensuite focaliser sur la marge. Puis on s'entend, la marge, c'est de l'argent qui est également disponible en liquide. Donc, tu peux retirer s'il y a un mois qui est un peu plus chaud, où tu as besoin de faire des moves. OK, on retire et puis on redémarre. Mais à la base, ça te donne un souffle. Et un autre gemme que je vais vous donner, parce que lorsque vous faites ça et vous commencez à payer la dette, les autres cartes qui sont libérées, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Ah, justement, ça donne une autre possibilité. Mais après aussi, c'est pour ça qu'il faudrait que je dirais aux gens d'être vraiment assez conscients de leurs finances, parce que en général le problème en général de certaines personnes, c'est que une fois que, comme tu dis, certaines cartes sont libérées, il y a de l'argent disponible, je vais aller faire du shopping, ou tu vois, je vais pas du shopping, mais je vais aller dépenser. C'est ça, c'est ça. Ou soit je vais aller en vacances, c'est pas mauvais d'aller en vacances, mais faut pas que ce soit ça ta priorité là. C'est-à-dire, faut pas travailler toute l'année pour après aller dépenser. Tu vois ce que je veux dire? Après, comme je dis ça, je dis rien. Mais je dis rien, mais après. C'est quoi le dicton? Faut rappeler le dicton. Si tu prends le chemin de je m'en fous, tu vas te retrouver au village de si je savais. Si je savais. Si je savais, c'est les regrets. Donc, tu vois, faut pas se mettre dans cette position-là. C'est ça, c'est ça. Mais ce que j'essayais d'amener côté crédit, c'est qu'une fois que tu as libéré ta carte de crédit, tu as déjà une entente où la balance est à 0 et tout. Ton score est bien. Ça fait déjà 6 mois que tu as un engagement avec eux. On augmente la limite. Exactement. Pourquoi ne pas augmenter la limite? Parce que à la base, les gens, ils ont cette peur
augmenter la limite parce qu'ils disent, ah, mais c'est trop d'argent. Tu n'as pas besoin de l'utiliser. C'est ça. Pourquoi tu vas utiliser, j'ai 20 000, je vais utiliser 20 000. Mais non, ça ne marche pas là. Mon ami, calme-toi. Relax. On va juste prendre le temps de analyser qu'est-ce qui se passe. On va se donner un scénario. $1,000 Capital One, $2,000 BMO, CIBC à 5,000. Ouais. On s'entend qu'il y a des montants différents un peu partout. Mais si tu as éclairé CIBC, tu as éclairé BMO, Capital One, il y a $100 dessus. Puis tu dis, mais CIBC, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? On va t'augmenter à 10 000. BMO, qu'est-ce que tu peux faire? 5 000. On s'entend que ton taux d'endettement vient de chuter. Parce que le taux d'utilisation a baissé. Ouais. Donc, à ce moment-ci, ça te positionne pour être en mesure de dire, oh, wow, là, j'ai un meilleur score. Là, je peux aller travailler. Là, on peut vraiment aider la situation parce que là, tu te positionnes vraiment à pouvoir aller chercher des lignes de crédit, des marges de crédit qui vont pouvoir bénéficier de ta situation. Parce que c'est accès à de la liquidité qui va éclairer d'autres situations. Là, on joue quand même sur le crédit. Ouais. Donc, c'est un couteau à deux tranchants. Hein. C'est comme... C'est ça, exactement. Tu peux t'assassiner comme tu peux... Tu peux t'en sortir avec. Exactement. C'est pour ça que justement on parle il faut jongler. Ça peut être une bonne dette parce que comme tu viens de l'expliquer, parce qu'en général c'est ce que souvent les personnes oublient de calculer, c'est que au niveau du crédit, l'utilisation c'est quand même une partie assez importante. C'est-à-dire ça doit toujours être en dessous de 30%. 30% à la base. Exactement. Si tu veux aller chercher des limites beaucoup plus intéressantes, il faut que tu sois inférieur à 10%. Exactement. Là, tu peux définitivement débloquer des situations ici et là. Et ce que je dis tout le temps aux gens, c'est que à chaque fois que tu as une carte qui aboutit à 6 mois depuis ta dernière hausse, appelle-les là. Dis, hey, est-ce que tu n'as pas une préapprobation pour moi? C'est exactement. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait... Parce que le but, c'est d'avoir cette relation avec la banque pour leur faire comprendre que moi, je suis un bon payeur, je suis prêt à faire ci, je suis prêt à faire ça. Évidemment, si tu t'endettes, essaie de gérer la dette avant d'approcher les gens, parce que si tu arrives, tu dis, ah, mais yo, je veux 20 000, mais là, tu es à 90% d'utilisation. Écoute, il va te regarder dans le blanc des yeux, dans les sclérotiques, il va te dire, mon ami, impossible. Tu vas retourner bosser, hein, parce que là, tu m'arrives avec des histoires bizarres, puis moi, tu veux que je fasse un miracle pour toi. Impossible. Il faut que tu bâtisses la relation. C'est comme en relation. Si la fille, elle te voit, elle dit, mais lui, il n'est pas à ses affaires. Est-ce qu'elle va te prendre au sérieux? Est-ce qu'elle va vouloir s'engager à bâtir une relation avec toi? Jamais. Elle va dire, yo, lui... il me fait peur. Il me fait peur. Red flag. Exactement. Moussa a tout dit. Red flag. Fait que la banque te voit comme un red flag à la base. Donc, il faut comprendre cette histoire de dette, crédit et tout. Ça se passe ici à la base. Il faut que tu travailles comment toi tu gères à la base. Contrôler tes pulsions là. Exactement. Des dépenses. Louis V. Et c'est pour ça que je reviens avec le fait de... Faut pas voir comme parce que tu as du crédit ou bien tu as de l'argent disponible, ça veut dire dépenser. Parce que je donne un autre exemple. Il y a des personnes, que ce soit même pas en crédit, tu as de l'argent cash. Admettons, tu as un $20 000 cash. Il n'y a personne, pas personne, mais en général, le monde va avoir le réflexe. Oh, je vais d'abord dépenser au moins soit la moitié. Je vais m'acheter, comme tu dis, des Louis V, des Gucci, des trucs. Pas que c'est pas bon. C'est bon, mais après, si tu es quelqu'un de dépensier à la base, ça va beaucoup te créer problème parce que tu n'auras pas cette comment je peux dire, cette discipline exactement, de pouvoir de te dire non, il faut que je ne dépense pas pour dépenser. Est-ce que c'est nécessaire? Parce qu'il y a ces questions-là aussi à se poser avant de, est-ce que j'ai vraiment besoin? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est juste pour mon plaisir personnel? Ou est-ce que ça va apporter quelque chose? Ou ça va même me rapporter, comment je vais dire, le double? Parce que c'est pour ça qu'il y a justement d'autres personnes vont se dire, bon, moi si tu me donnes $20 000 là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire, je vais plus l'investir ici, je vais plus, comme on parlait tantôt du marché boursier. Si tu mets de l'argent dedans, on s'entend que là, tu vas commencer à avoir des retours. Donc, on parle de ton argent qui est en train de fructifier. Donc, comme notre gars aussi, justement, il aime souvent le dire, au lieu de, par exemple, juste
comme je veux dire là, par exemple, nos matériels qu'on utilise, bon, tout le monde a un iPhone, tu vois ce que je veux dire, tout le monde a un Mac ou quoi que ce soit, ben, pas tout le monde, mais tu vois ce qu'on utilise quand même pratiquement beaucoup les produits Apple. Ça fait partie du quotidien. Exactement, ben, justement, investir dedans. Pareil, Netflix, tu vois ce que je veux dire, un truc. Donc moi, j'aime beaucoup plus cette approche-là, je me dis que, ben, faut bâtir cette discipline. Une fois que tu bâtis cette discipline, tu vois que, ben, le reste des choses va un peu, je ne veux pas dire venir, c'est sûr que ça vient avec les connaissances aussi, mais ça va venir un peu plus facilement. Et savoir contrôler les dépenses, moi je pense que c'est vraiment quelque chose de clé. Parce que si même, admettons, tu réussis à mettre tes dettes à zéro et que tu n'as pas cette discipline, tu peux revenir dans la même situation. Non, c'est sûr, ça revient. Ça prend pas beaucoup de temps. Ça revient rapidement et ça prend juste 2-3 chilling. C'est ça. 2-3 chilling où tu t'es laissé aller, puis là c'est devenu un réflexe. Exactement. Ouais. Au dehors, passe, c'est correct, passe. Tandis que le crédit devrait être utilisé plus pour, ok, j'ai une situation ici, j'ai une situation là. C'est comme, il y a quelques jours, je suis allé voir mon garagiste, nouveau garagiste. Le gars me parle de d'ici ça, j'ai vu le montant, j'ai fait, mon ami, on va se calmer un peu, hein? Mais à cause que la carte était disponible, qu'elle était à zéro, je dis on va passer la carte, c'est réglé. Ouais. On va la payer tranquillement, au calme. Après, tu prends le temps pour pouvoir payer aussi la carte. Parce que c'est du get now, pay later. Yeah. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Mais si tu payes plus rapidement, là tu te mets en position où la banque te dit lui, je peux le faire confiance avec un plus gros montant. Parce que lui, il est capable de gérer, il comprend comment ça fonctionne. En parlant de comment ça fonctionne, le Blackie, est-ce que tu peux nous donner un segment sur comment tu t'es positionné côté crédit récemment? Moi, je peux parler de ma situation a priori, mais moi, j'aime comment tu as réintroduit le fait d'avoir accès à de la liquidité en crédit tout récemment, dans la dernière année, une position que personne en temps normal, comment je pourrais te dire, pense que c'est possible si tu veux être transparent de ce côté-ci. Mais moi, je parlais de ma situation. Donc, en 2018, j'ai eu une séparation qui m'a mis dans une position financière difficile. Même manger des fois, là. le ramen noodle, là, c'est au quotidien, là. Mais je me suis dit, you know what, on va passer au travers. Donc, l'autre aspect de la dette, c'est que si vos revenus actuels ne sont pas suffisants pour couvrir, allez vous chercher des heures supplémentaires, allez chercher une deuxième source de revenus. Exactement. Parce que c'est la façon de procéder à la base pour être en mesure d'être gagnant sur la situation. Donc, je me suis mis à des heures supplémentaires chaque week-end. 16 heures, back à back. J'avais 3 16 heures les week-ends. Des affaires de malade, là. Tu rentres comme ça, pété, à moitié éveillé. On te parle, t'es comme... Ça manque pas. T'es déconnecté. Mais... dans cette période-ci, crédit shutdown. Il n'y a rien qui se passe. Retard de paiement, si ça, blablabla. On est comme, ça marche pas. Ça marche pas. Mais éventuellement, quand j'ai commencé à avancer, puis que les affaires ont commencé à tomber, voulant dire que, on s'entend, il y a une certaine période de temps où les affaires sont affichées sur ton bureau de crédit, puis éventuellement, tu te mets en position où tu peux redémarrer, tu as une nouvelle chance. Donc, cette nouvelle chance m'a permis de dire, mais écoute, on peut augmenter des limites. Puis, ça m'a engagé à dire, bon, laisse-moi trouver l'information, laisse-moi payer pour l'information pour savoir comment jongler ça. Puis, éventuellement, ça a commencé avec une carte. Ensuite, 2 cartes. Ensuite, 3 cartes, 4 cartes. Jusqu'à temps que je me dis, mais... c'était facile comme ça. C'est facile, exactement. Ouais. Il faut juste que tu te positionnes. Il faut juste que tu leur montres que tu es responsable. La minute que tu es responsable, ils vont dire, Monsieur Emmanuel David, Monsieur Guy Chris, voilà, prenez. Nous insistons, gardez. Ils n'ont pas de problème avec ça. Mais c'est juste que ça a commencé avec un petit 1000. Sur une petite Capital One. Tranquille. Là, c'est comme,
1000, ça vient vite, hein. Surtout avec l'économie d'aujourd'hui, 1000, là, c'est que dalle. Si tu niaises, là, 1000 piastres, c'est une soirée, là, tu te réveilles, je suis où? Non, c'est ça. Mais juste en me positionnant de cette façon, ça m'a permis de comprendre que tu peux augmenter tes limites, aller chercher ci, aller chercher ça, puis éventuellement, c'est juste le fait de gérer la dette. Ouais. C'est ça, là. Tu es en train de gérer la dette, là. Ouais. Parce qu'il y a une dette ici, il y a une dette ici. On s'entend que le crédit, c'est de la dette. Mais si tu le gères adéquatement, pourquoi ils ne vont pas respecter le fait que tu peux aller chercher une deuxième? Puis, on s'entend là-dessus. Le but de chaque institution... C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent te le donner, justement. Ils veulent t'attraper. Justement, ils veulent te casser, puis ils veulent te voir glisser. Là, c'est juste ça. Ils veulent t'attraper. Là, je t'ai eu. Ok. Ah, j'ai failli t'avoir. Mais éventuellement, tu te positionnes où tu dis, écoute, je sais que tu voulais m'avoir là, mais on va attendre quelques mois. Puis ensuite, je vais te redemander une hausse. Et puis, on passe à autre chose. Mais l'idée, c'est de toujours refléter des bonnes habitudes. Donc, paiement à temps. Si tu es capable de faire plusieurs paiements dans le mois, vas-y, avant le due date et la date d'affichage. Parce que c'est la date d'affichage qui compte. Lorsqu'on parle d'affichage, c'est vraiment au moment où ils envoient ça, exactement, où ils envoient directement au bureau de crédit, donc soit Equifax ou bien TransUnion. Pour les gens qui veulent avoir accès à leur crédit gratuitement, bon, on ne fait pas de sponsor, mais Borrowell et Crédit Karma, c'est les deux façons d'aller le chercher. Je pense qu'il y a d'autres qui sont tranquillement en train de s'instaurer. Mais évidemment, gratuitement, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs pour... surtout Crédit Karma qui est très à jour. Mais celui de Borrowell, plutôt, ça prend un certain temps. Je sais pas, on dirait que Equifax, ça prend toujours plus de temps. C'est ça, Borrowell, c'est plus avec Equifax. Crédit Karma, c'est avec TransUnion. C'est ça. Et bon, Equifax, c'est Equifax. Là. Moi, je dirais, là, pour ceux qui... Pas comme pour ceux qui savent, mais... Ah, ceux qui savent. C'est exactement, là, ils sont un peu, voilà, on va dire têtus, tu vois, mais au niveau de, comme tu as dit, d'avoir l'information au moins, de pouvoir se positionner, moi, je pense que c'est ces deux applications gratuites qui sont vraiment indispensables, je dirais, là. Et ben moi, pour venir vite faire par rapport à... Moi, c'est sûr que c'est un peu comme toi, ça a été un peu pareil, là, au niveau du crédit. Ben, j'ai eu aussi une séparation difficile et tout, et puis après, bon... Voilà, engagé avec des avocats et tout ça, donc ça, tu dépenses assez rapidement au point de te mettre en situation où, voilà, en gros, j'ai dû faire même faillite, tu vois. Donc, c'est comme ça m'a mis dans une situation où je m'étais dit, ben, tu sais quoi, une fois que j'ai fait faillite, ben, on ferme les portes. On ferme les portes, tu vois. Je m'étais dit, ok, c'est impossible de pouvoir se repositionner, tu vois. Mais après, avec le temps, et puis après, avec justement certains conseils que toi-même, tu m'as donné aussi. On a glissé. On va comprendre que maintenant, en fait, il y a moyen de pouvoir, tu vois ce que je veux dire, te repositionner. Et c'est là que j'ai compris. Je me suis dit, ben, pas que je me suis dit, mais j'ai vu que peu importe la situation, et ça, c'est une autre façon aussi de voir, quand on dit vraiment avoir confiance et tout, peu importe la situation, que tu aies fait faillite, ou je sais pas quoi, ou que tu te dis, ah, j'ai eu 52 paiements manqués, ou je sais pas, peu importe. Oui, les trucs bizarres. Les trucs bizarres, parce que j'ai plein d'autres exemples que je pourrais donner, mais il y a toujours moyen de pouvoir avoir une nouvelle carte de crédit, que ce soit une carte de crédit, comme tu le dis, soit avec Capital One ou prépayé ou peu importe, mais dès le moment que tu as une carte qui affiche dans ton dossier de crédit, ben, devine quoi, ben, ça va t'aider, parce que tout est une question aussi un peu de temps, c'est-à-dire avec le temps, progressivement, pas vite, et de avoir certains principes en tête, c'est-à-dire de se dire que ben, il ne faut pas dépasser ton utilisation. Et c'est pour ça que, comme tu l'as dit, c'est bien, ces applications gratuites, Crédit Karma et Borrowell, ça te permet d'avoir l'œil sur ton crédit. Donc, si tu as l'œil, exactement, tout le temps, tu sais que ben, ton utilisation, c'est vraiment clé, là, c'est-à-dire tu la gardes en dessous de 30%. Dès la mise à jour, tu vas voir que ton crédit, ton score, il fait juste augmenter. Ton score, il augmente. Et progressivement, pas vite, tu vas arriver à une situation où tu vas voir que, ben, comme moi, dans ma situation personnelle, j'étais carrément à quoi 400, 500, je sais plus combien. Mais là, ça a carrément, je suis dans les 700 et trucs déjà presque, tu vois. Et justement, ça se place juste avec une carte ou deux. Mais je pense qu'il y a Moussa qui avait une question. Oui. Quelles sont les conséquences sur toi de faire faillite et en quoi c'est une solution en fait?
Non, mais c'est justement ça que je disais. C'est pour ça que moi, justement, je donne des conseils par rapport à l'expérience que j'ai eue. Parce que tantôt, moi, j'avais suggéré, justement, au lieu d'aller vers la faillite, erreur que j'ai faite, tu pouvais utiliser la consolidation de dette, tu vois. Comme approche. Comme approche. Parce que la faillite, c'est un peu, on va dire, une solution drastique, mais qui va t'affecter pendant un certain nombre de temps. Donc, ça va afficher dans ton dossier de crédit dépendamment des provinces dans lesquelles on se situe, mais au Québec, je pense que c'est 6 ou 7 ans. Oui, jusqu'à 7 ans. Jusqu'à 7 ans pour Equifax, et puis TransUnion, c'est 6 ans, quelque chose comme ça. C'est voilà. ça. Donc, le désavantage principalement, c'est ça. C'est que ça va afficher dans ton dossier de crédit pendant toutes ces années. Et quand que tu vas vouloir te mettre en situation de soit demander une carte de crédit, un prêt, une ligne de crédit ou quoi que ce soit, ben, ils vont dire, ben, ce gars, il n'est pas fiable parce que, bon, il avait des créanciers et puis il les a amenés balader. Vérification. Exactement. Donc, on va plus de vérifier. Donc, c'est ça le principal désavantage. Mais en rien, c'est impossible de pouvoir avoir un nouveau crédit et puis pouvoir le rebâtir. C'est pour ça que je disais que j'étais positionné dans une situation où le crédit il était à un point où je voulais même plus le regarder. J'étais comme oublie ça, genre mauvais crédit, c'est bon, on peut plus rien faire. Et ça, c'est ça l'approche que la plupart des gens aussi ils se dit mon crédit il est pas bon, j'ai foiré une fois, ça peut plus jamais être bon. Mais c'est pas vrai. Tu peux te repositionner, tu peux te placer. C'est juste faut savoir où, on va dire, où regarder. Comme tu as dit, Capital One, c'est vraiment quelque chose qui est super bien. Fonctionnel. Qui est fonctionnel parce que tu peux même avoir comme des prêts ils vont te préapprouver et ils vont déterminer est-ce que, bon, tu es crédible au point où on te donne une petite limite, même si c'est une petite carte de $300. Mais moi, ma copine actuelle, elle en a fait l'expérience aussi, parce qu'elle avait aussi son crédit qui était quand même assez affecté. Également. Exactement. Et ça commence avec une petite carte de crédit et puis progressivement, pas vite, on parle d'à peine quelques mois là, ça commence à se replacer et il te propose une augmentation. Après, tu en as une autre, et ainsi de suite. Et puis après, tu vois que finalement, j'ai une carte, j'ai 2 cartes, j'ai 3 cartes, et les limites augmentent, et tu es comme waouh. Moi qui croyais que je pouvais pas avoir de crédit ou rien, tu vois que finalement, tu arrives à te repositionner. Donc, c'est vraiment ça, là. C'est vraiment pas impossible, malgré qu'on a cette tendance à penser que une fois que soit tu as fait faillite, ou soit par exemple, tu te dis que ton crédit n'est pas bon, ou par exemple, tu as eu telle ou telle situation, ça peut toujours se réparer. Et puis, je peux dire, je suis la preuve vivante, ça peut toujours se réparer. Ça prend du temps, oui, certes, mais ça prend de la discipline, comment je veux dire, de vraiment regarder son bilan financier, son crédit et tout, et puis de vraiment être focus là-dessus. En termes de, parce que tu as parlé de petites cartes, des petites cartes, parce que des fois on peut tomber sur des petites cartes qui sont dangereuses aussi. Est-ce que vous nous conseillez sur des... Qu'est-ce que tu veux dire par petite carte? Avec des petites limites, genre, dans le fond? Oui, qui te permettent de revenir. Est-ce que c'est toutes les banques qui donnent ça? Non, c'est ça. Parce que c'est pour ça que Capital One, c'est quand même assez spécial. C'est ça, je vais prendre si tu me permets. Okay, vas-y. Donc, la Capital One, la beauté, c'est que tu peux faire une pré-vérification avant de faire l'adhésion pour voir si tu es éligible. Et une fois que tu as fait ce processus de vérification, ils te donnent tout de suite, immédiatement, avec les informations entrées sur le site web, si tu seras capable d'obtenir une certaine carte, et ils vont te rediriger sur la carte sur laquelle appliquer. Et évidemment, une fois que tu es rendu à cette étape, là, tu peux faire ton adhésion. Des fois, avec Capital One, ce qu'ils peuvent demander, c'est un dépôt de sécurité a priori, ou bien ils peuvent déjà te préapprouver pour un certain montant, dépendant de ta situation. Évidemment, si autrefois, tu avais des belles limites, ça se passait bien, ils sont peut-être plus enclins à te donner une chance en te donnant une préapprobation directe. Mais si c'est... disons, il veut rien savoir, il a shut down tout. Là, le dépôt de sécurité devient quelque chose d'utile pour donner cette préapprobation. Le fait que ça commence avec un petit montant, il y a un truc. Parce que il y a une petite bémol avec Capital One, c'est le fait que c'est eux qui ont le contrôle, c'est pas toi. Tu peux pas appeler et dire je veux une augmentation. C'est quand ils veulent. C'est comme Dieu. Hein? C'est quand lui il veut là. Ça se passe la même chose avec Capital One. Mais comme j'explique souvent aux gens, c'est que si tu as une petite limite, comment tu peux faire augmenter ta limite? Il faut que tu leur donnes l'impression que tu es capable de payer plus. Donc, comment tu veux payer plus? Je te pose la question. Comment tu peux payer plus ou utiliser ta carte plus avec une limite de $1000?
C'est payer plus que ce qu'on te demande chaque mois ou bien... Non. Mais deuxième chance. Ça, je sais pas. Franchement, Ok, on va te présenter ça. Tu as 1 000 $ disponibles. Tu passes 500. Il reste 500, on s'entend là-dessus. Tu payes 500 à nouveau. On est de retour à 1 000 $. Tu payes 1000. Un truc random. On va dire que tu achètes un Mac. 1000 $. Tu repayes tout de suite. Tu as dépensé combien dans le mois? 1005. 1005. Tu peux lancer un autre 500. Tu payes tout de suite. Tu as dépensé 2000 $. Tu passes un autre 1000. On est rendu à combien? 3000. Pourquoi il va te garder à 1000 $ si tu es capable de payer 3000? Le reflet de ton comportement indique que tu es capable de payer plus. C'est juste que là, ils t'ont donné une préapprobation en fonction de ton historique. Ton historique passé, ouais. Mais ils vont comprendre que ta situation actuelle, c'est pas ça là. Monsieur est capable de payer plus. Donc, préapprobation. Boum. Préapprobation. Boum. Et ça passe comme ça. Et c'est vraiment ça la technique là. Comme il a dit, c'est si tu montres que tu peux payer au-delà de ta limite, c'est-à-dire si, comme il a dit, si c'est 300, si c'est 1000, tu peux te faire un truc plus simple là. Plus simple. C'est sûr, parce qu'après, comme tu as suggéré, tu fais un achat, tu achètes un Mac. Bon, c'est sûr que c'est pas des trucs que... Non, c'est des exemples. C'est des exemples, c'est ça. Allez pas acheter un Mac là. Un Mac pour rien, juste parce que je veux augmenter ma limite. C'est pas ça. On m'a dit d'acheter un Mac. Non, c'est bien précisé. Hein, le gars, tu m'as dit d'acheter un Mac. Non, c'est ça. C'est plus dans le sens où on va dire, admettons tes dépenses quotidiennes. Que ce soit, parce que même il y a ça aussi, après peut-être si on a du temps, on pourra rentrer dans ces détails-là. Mais je veux dire, si par exemple tu as... On va dire même, admettons, tu as un loyer à payer, tu as des dépenses à payer, tu as des factures. C'est-à-dire, dans le mois, tu sais que tu vas dépenser anyway. Tu vas dépenser minimum des 1000, 1500, quoi que ce soit. Ben justement, ces dépenses, si tu transfères la majorité sur la carte, et comme je dis, parce que tu as un mois avant de recevoir ton relevé. Donc, si, comme David le dit, si tu fais plusieurs paiements et que tu dépasses à chaque fois que ta limite, elle est de 1000 et que tu payes en général 1500, 2000 de façon générale par mois, d'ici quelques mois, 3-4 mois, ils vont te dire, OK, on t'augmente à peu près à la moyenne à laquelle tu es. Donc, si tu en général, tu es à 2000, 2500, ils vont dire, bon, tu sais qu'on le met à 3000. Et si après, tu es rendu à 3000 et que tu fais le même processus, c'est-à-dire tu dépenses toujours 4000, 5000, c'est vérifié, c'est clair, là. C'est toujours comme ça qu'ils fonctionne. Non, on a mis les temps. C'est approuvé, c'est comme ça que ça fonctionne. Les temps est placé, là. C'est comme ça. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Et puis... Eux, c'est vraiment l'analyse de comportement. Ouais. À la base, c'est ça qu'ils font. Puis une fois que tu t'es positionné de cette façon, c'est là que tu peux aller plonger sur une autre institution financière pour commencer à bâtir une nouvelle relation. Et ce que je dis tout le temps aux gens, si tu as du cash disponible, on va dire que tu as un 3-4. On va arrondir à 5. Présente-toi à la banque. Je veux démarrer avec vous. Tu déposes 5000. Ils voient 5000 disponibles. Eux, leur but, c'est de toujours prêter ton argent. Ouais. Fait que quand tu déposes compte chèque, on va prendre virtuellement son argent, on va redistribuer pour faire des intérêts, faire de l'argent. Là, quand tu bâtis cette relation-là avec eux, au départ, à l'ouverture de compte, ils font la vérification de ton crédit. D'où la raison pour laquelle, avant de bâtir cette relation avec une nouvelle institution, il faut toujours positionner ton crédit avant. Donc, exactement. Ouais. Crédit Karma, Borrowell. Si tu veux même aller plus loin, tu vas directement sur Equifax ou bien TransUnion et tu regardes tes choses avant. Tout est passé, tout est à jour. J'ai un 10% d'utilisation, un 15%. Tu passes à autre chose. Là, dans la préapprobation qu'ils vont te donner, ils vont voir que tu as même déposé un 5000. Puis, une fois que l'approbation est là, non, monsieur, je veux une ligne de crédit aussi. OK, on va regarder ça. On peut vous approuver pour ci. En passant, petite parenthèse, Scotiabank, Banque Scotia. Allez voir ces gars-là. Ils peuvent vous donner des situations assez impressionnantes. Parce que, aux dernières nouvelles, si tu te fais approuver pour une carte de crédit, tu peux la convertir éventuellement en marge. En marge de crédit, ça c'est bon ça. Donc, prendre une partie de la limite et la convertir
d'après les propos, on est en évaluation. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais éventuellement, c'est ça. Il faut bâtir des relations avec tout le monde. Et ton 5000 qui était déposé là, tu n'es pas obligé de le laisser là après. Tu as été approuvé. Yo, enlève ça, mon ami. Et puis tu passes à autre chose là. Tu vas à l'autre institution et tu répètes. Et c'est toujours bien quand tu fais des adhésions multiples de le faire même journée. Comme ça impacte de façon moins drastique ton score parce qu'à chaque demande de crédit, ça peut venir impacter. Ça tâche un peu, mais c'est une tâche partielle. C'est pas énorme. Mais c'est sûr que c'est recommandé chaque 6 mois au minimum au moins de faire une demande, mais ce que tu as un peu envie, c'est de pas aussi non plus de faire plein de... Parce que là, on parle quand même d'un autre niveau, c'est-à-dire, n'oublions pas que on parle quand même de sortir de la dette. Donc c'est sûr qu'il faut aller par étapes, faut pas... C'est sûr que tu as la possibilité au bout de 6 mois, si tu as commencé à te positionner, tu as une carte, tu as 2 cartes, c'est sûr qu'au bout de 6 mois, tu peux en demander une autre. Et puis, en fonction de à quoi ton crédit ressemble, à quoi ton score ressemble, on va potentiellement t'en donner une autre. Mais le but non plus, c'est pas d'aller en avoir 4, 5, 6 si tu sais même pas en gérer une et puis que tu t'es déjà en dette, tu vois. Donc, c'est ça. Le truc, c'est de bien te positionner tranquillement. Et puis, voilà, par la suite après, ça commence à évoluer. Mais là, je pense qu'on a quand même atteint un certain temps là, donc je ne sais pas si tu veux qu'on essaie de... Non, on peut mettre le mot de la fin. Donc, évidemment, on a révisé un petit peu comment vraiment faire la gestion de la dette, comment approcher psychologiquement la dette également, et vraiment comprendre que il n'y a pas de crainte à avoir, il n'y a pas de honte à avoir. On vous a présenté nos situations, notre réalité, par quoi on est passé avant de se positionner pour être en mesure d'avoir plusieurs cartes. Et comme Blacky a dit, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher plusieurs cartes. Ce n'est pas une nécessité. C'est juste qu'on a décidé de faire cela parce qu'éventuellement, on veut être en mesure de faire des power moves. On tombera dans un autre épisode sur comment aller chercher même du crédit au niveau business, si c'est ça qui vous intéresse, pour être en mesure de développer côté business. Mais l'idée ici, c'est de vraiment vous faire comprendre qu'il faut prioriser les dettes, clairer le plus possible, vous mettre en position où vous allez éventuellement avoir du bon crédit et éventuellement vous positionner pour passer à autre chose dans votre vie. Parce qu'on est entouré de dettes. Les riches, ils ont des dettes, mais ils ont des dettes qu'ils sont capables de gérer. Et c'est la seule chose qu'ils font. C'est des gestionnaires de dettes. C'est comme ça que les riches ils fonctionnent. Ils gèrent, ok, tel business gère ici. Ok, on va balancer l'argent ici, on balance ici. Puis l'autre va venir payer ici, l'autre va venir... Ils font juste gérer la dette. Mais est-ce que eux-mêmes sont riches? Non, c'est la compagnie qui est riche. Mais la compagnie achète tout. Parce que eux, ils ont compris que ça fonctionne comme ça. Donc, l'idée, c'est de vraiment éventuellement se positionner de cette façon. Mais ça commence toujours avec le fait de se donner du temps, avoir le plan élaboré, avoir le budget respecté mensuellement et faire en sorte d'augmenter ses revenus également pour être en mesure de compenser le plus rapidement les dettes. Si vous n'êtes pas capable, écoutez, ça arrive, mais l'idée, si vous êtes capable de trouver des fonds supplémentaires pour régler la situation le plus vite possible, le mieux c'est parce que, comme vous le savez, on vieillit, demain n'est pas promis, mais ce qui est promis, c'est que si vous focalisez là-dessus, vous allez être en mesure de clairer la dette éventuellement. Non. Je pense que ça résume bien l'épisode et puis la situation. C'est de, comme tu as dit, focaliser d'abord sur le bilan, s'assurer de clairer, de nettoyer toutes les dettes. Et une fois que ça c'est fait, par la suite, ça te met en position de pouvoir générer plus d'économies, de bénéfices, si on peut dire, peu importe. Et aussi, une autre façon aussi d'augmenter le revenu et bien sûr utiliser le crédit. Donc, c'est sûr que c'est un sujet qu'on pourrait en parler pendant des heures et des heures, mais on vous a donné un petit avant-goût. Peut-être le prochain épisode, on va peut-être continuer un peu là-dessus, sur un peu la même lancée. C'est cela, vraiment élaborer un peu plus. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires dans la section commentaires.
pourrait être en mesure de savoir qu'est-ce qui vous intéresse par rapport au crédit. Je sais que c'est un sujet qui intéresse souvent les gens qui ont beaucoup de questions. Et juste le fait qu'on ait passé par des moments difficiles, c'est ça qui nous a permis d'apprendre. Ouais. Mais vous n'êtes pas obligé de passer par des moments difficiles. Là. C'est pas nécessaire. Là. Ouais. Si vous avez déjà une bonne cote, c'est garder la bonne cote. Et c'est ça la beauté du crédit, c'est que quand on démarre, on démarre pas avec une mauvaise note. Là. On démarre avec une bonne note. Souvent les... Ah, mais j'ai du crédit. Oh, j'ai ça. On se laisse aller. Puis là, on tombe dans les pétrins. On tombe dans des retards, on tombe des ci, de ça. J'entends des histoires, des fois, de cellulaires qui ont gâché un crédit. Ouais, exactement. C'est des 50 dos mensuels. Ouais. Mais non. Aussi, un petit truc que j'aimerais juste rajouter là-dessus pour finir, c'est au niveau spécifiquement du crédit, parce que vu qu'on a un peu beaucoup parlé, ça peut être tentant pour certains de se dire, OK, je vais aller me prendre un crédit ou quoi que ce soit. Mais comme on a dit, le crédit, c'est pas de l'argent que tu as de disponible, c'est un crédit. C'est une avance. C'est une avance. Donc, faut pas aller dire, OK, ben, j'ai de l'argent disponible, je vais m'acheter tel ou tel truc, et puis après, tu te poses la question de comment que je vais l'acheter. Si tu peux pas l'acheter cash, n'utilise pas la carte de crédit. C'est pour ça que moi, je suggérais justement tu l'utilises comme pour tes dépenses mensuelles, les choses que tu sais que anyway, t'as pas le choix de dépenser. Comme ça, tu sais que l'argent pour ça, il est déjà prévu pour passer là-dessus, que de payer et puis te dire, ah bon, je vais payer avec la carte de crédit, après je vais réfléchir. C'est là que tu te mets dans la situation, tu commences à dire, je vais payer juste le minimum. Ça, c'est même pas une idée là. Juste payer le minimum, faut pas que ce soit... C'est sûr que oui, si t'es mal pris, tu utilises le montant et puis après tu payeras juste le minimum, mais le mieux, c'est d'avoir l'argent disponible et de le payer au bout de 20, 21 jours, avant même de recevoir ton relevé. Après aussi, ça c'est un petit détail aussi que j'aimerais juste mentionner. Quand on paye la carte de crédit, le mieux c'est de ne pas tout payer puis de mettre à zéro. C'est de laisser toujours un petit montant parce que justement on dit l'utilisation doit être en dessous de 30%, mais ça ne doit pas non plus être à zéro. Parce que quand c'est à zéro, devine quoi, ça fait baisser ton score. Donc, tu dois quand même laisser un certain montant, même si c'est un 3, 4, 5% idéalement, en dessous de 10 comme tu as dit, mais tu dois quand même laisser un certain montant, mais il ne faut pas non plus le laisser traîner longtemps. C'est ça, il faut leur permettre de voir qu'il y a une utilisation. Une utilisation, exactement. Et que la carte te sert, en d'autres mots. Ouais. Parce que si tu mets tout le temps à zéro, c'est quoi leur avantage? C'est le fait de bâtir cette relation. Donc, permets-le de faire quelques pourcents sur toi, là. Ça, ouais. Ici et là, mais pas sur des gros montants. Des gros montants, c'est juste ça. L'autre chose, pour vraiment finaliser, je vous donne un petit gems, étant donné que tu parlais de dette fixe mensuelle, pour ceux qui sont locataires. Il y a définitivement cette possibilité, si vous avez une carte de crédit qui vous permet si vous avez un montant qui est en mesure de couvrir votre mensualité pour votre appartement, il y a le site qui s'appelle Chexy.co. Donc, Chexy, CHEXY.co. Et ça vous permet d'enregistrer votre carte de crédit et ils vont puiser directement ce montant de la mensualité de votre appartement chaque mois. Mais eux, ils font comme si ils te facturaient une charge, une transaction régulière, mais eux, ils vont utiliser ce montant en échange d'un pourcentage que eux-mêmes, ils vont conserver et ils vont payer par virement Interact votre landlord. Le loyer, ok. Donc, le loyer à chaque mois. Donc, ça peut être une autre approche également pour, évidemment, bâtir des points ou bien des récompenses sur la carte de crédit. Et en même temps, vous savez que ça bâtit votre nom avec la carte de crédit parce qu'à chaque mois, vous faites le même paiement et vous le payez à temps. Parce que vous ne pouvez pas dire au landlord... J'ai pas l'argent pour toi. J'ai pas l'argent. Non, tu n'as pas le choix de payer. Il faut payer, payer. Mais c'est ça. Ça, c'est un petit gems comme ça. Donc, sur ce, guys, ça nous a fait plaisir. N'oubliez pas, il faut subscribe. Share, commenter, poser vos questions. C'est exactement, et nous, ça va nous faire plaisir de lire. Ou d'élaborer sur ça pour le prochain épisode. Blacky, ça m'a fait plaisir aujourd'hui. Oui, Moussa, tu connais déjà. Normal, big shout out à la Maison d'Afrique. Si vous cherchez à faire de l'événementiel, n'hésitez pas à contacter la Maison d'Afrique pour vos événements. Comme vous le savez, il y a toute forme d'événements dans la vie, baby shower, célébration de mariage, si ça,
contactez monsieur et il va s'occuper de vous. Donc, on vous souhaite une bonne semaine et à bientôt. À bientôt.